Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de TechMag, votre magazine technologique sur Vox TV. Dans la rubrique découverte d'aujourd'hui, nous parlerons des lunettes holographiques de Mark Zuckerberg et toujours avec notre chroniqueur Stéphanos dans la rubrique gaming, nous parlerons du Game Awards, mais aussi de la liste des meilleurs jeux à offrir pour ce Noël. Mais avant tout, place à l'actualité. L'intelligence artificielle est perçue comme un levier stratégique pour accélérer le développement numérique et économique en République du Congo. Lors de la 3e édition de la conférence africaine des startups tenue à Alger du 5 au 7 décembre, Léon Juste Ibobo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, a exposé la vision du gouvernement congolais sur l'intelligence artificielle, axée sur l'innovation et la collaboration régionale et internationale. Parmi les priorités majeures identifiées, l'amélioration de la recherche en IA occupe une place centrale. Pour répondre à ce défi, le Congo a lancé le Centre africain de recherche en intelligence artificielle, CARIA, en partenariat avec la Commission économique pour l'Afrique. Léon Juste Ibombo a également mis en avant les initiatives du Congo pour orienter l'utilisation de l'IA vers le développement économique et social. Le Congo entend également jouer un rôle clé dans la formation et le développement des compétences locales en collaboration avec le Cameroun pour créer une université inter-État sur le numérique. Ce projet stratégique vise à établir un lien solide entre les universités et les industries afin de promouvoir l'innovation et de soutenir les jeunes talents dans le domaine tel que l'IA et la robotique. Le Congo ambitionne d'explorer le potentiel de l'IA dans des secteurs tels que la santé, l'agriculture, les transports et la finance. La Banque ouest-africaine de développement et la Banque de développement allemande KfW ont lancé officiellement depuis Lomé le Fonds de transformation digitale destiné à la sous-région de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette initiative en projet depuis 2020 a été présentée par Moustapha Ben Barka, vice-président de la BOAD. Le Fonds de transformation digitale vise à soutenir les projets de digitalisation dans les 8 pays membres de l'UEMOA. Ce fonds est exclusivement destiné à la transformation numérique des administrations publiques, incluant la modernisation des infrastructures technologiques, le développement de systèmes d'information et l'implémentation des solutions numériques innovantes. Ces ressources modulables et flexibles seront adaptées aux propriétés spécifiques à chaque pays concerné. Le gouvernement algérien a lancé une plateforme numérique pour la gestion des déchets, MyGéocycle. Développée par la société française Géocycle, cette initiative vise à transformer le secteur de gestion de déchets en améliorant l'efficacité de la collecte, du transport et du traitement des déchets solides grâce à des technologies avancées. Confrontée à de nombreux défis dans la gestion des déchets, l'Algérie mise sur cette plateforme numérique pour répondre aux objectifs de la stratégie nationale de la gestion intégrée et de la valorisation des déchets. La plateforme permettra aux entreprises et aux particuliers de suivre en temps réel les opérations liées à leurs déchets, favorisant une meilleure conformité aux régulations environnementales et une optimisation des coûts. Cette solution permettra également aux entreprises de relationnaliser leurs opérations tout en adoptant une pratique durable, contribuant ainsi à la transition écologique du pays. En s'appuyant sur les études comportementales menées par l'Agence nationale des déchets (AND), la plateforme encouragera également l'adoption des pratiques éco-responsables auprès des citoyens. Le lancement de MyGéocycle s'inscrit dans la volonté du gouvernement algérien de promouvoir des solutions innovantes et durables pour relever les défis environnementaux. AST Space Mobile et Vodafone ont signé un accord commercial de 10 ans qui permettra à Vodafone d'offrir une connectivité cellulaire
à large bande basée sur l'espace dans ces marchés européens et africains. Les deux entreprises ont réalisé en septembre 2023 le premier appel 5G depuis l'espace en utilisant un téléphone Samsung S22 non modifié. Cet accord entre AST Space Mobile et Vodafone permettra de fournir une connectivité directe aux smartphones standards sans nécessité d'équipements spécialisés. En septembre 2023, la société AST Space Mobile a lancé 5 satellites commerciaux Bluebird en partenariat avec SpaceX, avec l'objectif de déployer un total de 168 satellites pour fournir une couverture mondiale. Le prochain bloc de 60 satellites est prévu en 2025 et 2026, visant à offrir une couverture cellulaire à large bande continue dans des marchés clés. La collaboration entre Vodafone, expert en matière de télécommunications terrestres, et AST Space Mobile, expert en technologie satellitaire, promet de transformer l'accès à la connectivité mobile à travers le monde. Dans la première rubrique de notre émission, nous parlerons avec notre chroniqueur Stéphanos des innovations d'Elon Musk dans le monde du transport. Fini les transports en commun pénibles. Aujourd'hui, nous allons dans le nouveau transport en commun du futur. Et c'est tout de suite. Bonjour Stéphanos. Salut Gloria. Comment vas-tu? Ça va aller toi? Ça va. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons aux voitures autonomes d'Elon Musk qui vont révolutionner le monde du transport en commun. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? En tout cas, je suis d'accord avec toi sur ce paramètre, quoiqu'il n'est pas le seul, mais on reviendra dessus plus tard. Alors déjà, Elon Musk a présenté 2 types de véhicules. Tu as ce qu'on appelle le cybercab, qui est un genre de taxi autonome, et aussi le robovan. Mais commençons d'abord par le cybercab. Quand tu vois le cybercab ressemble à une voiture qu'on a connue à l'époque dans Retour vers le futur, qui s'appelle la DeLorean. C'est-à-dire une voiture portée à papillon, un peu comme déjà les modèles Tesla existants. Oui. Donc les Tesla Y, si je me trompe pas. Et lorsque tu vois la forme du véhicule, ça ressemble un peu à une Porsche, mais en largement Elon Musk, si tu veux. C'est Tesla. Toujours le même design épuré, avec juste un écran à l'intérieur. C'est surprenant. Un écran. Juste un écran, pas de volant. Pas de tableau de bord. Non, rien du tout. Pourquoi? Parce que comme tu as dit précédemment, il s'agit de voitures autonomes. Donc c'est conçu de manière à ce que une intelligence artificielle puisse la conduire. Donc tu donneras la destination où tu dois aller, ton itinéraire, et puis le robot se charge de faire le reste. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que, comme je t'ai dit, ça ressemble, selon moi, parce que je ne suis pas un énorme connaisseur de voitures, mais ça ressemble à une Porsche, et il n'y a que 2 places. Ce qui fait que à l'arrière, tu peux facilement ranger beaucoup de choses et partir en vacances, par exemple. Donc, il y a beaucoup de place dans le coffre, s'il faut parler. En fait, le coffre se confond avec le siège arrière. Donc, tout est en un. Ok, ça fait beaucoup de place quand même. Exactement. Donc, d'où le fait que vous êtes que 2 à l'avant et vous êtes conduit. Ok. Alors, parlons du deuxième produit qu'Elon Musk a présenté. Donc, le robovan. Alors, pour ceux qui ont vu certains films de science-fiction de l'époque, vous vous rendrez compte qu'il s'agit beaucoup plus comme dans iRobot, ou encore même dans plein d'autres films des années 80. C'est un bus, un van si tu veux, qui peut prendre jusqu'à 20 personnes, et la disposition des sièges est telle que chacun peut soit être face à face, ou encore comme un bus standard. Après, les qualités des sièges sont très différentes d'un siège de bus anonyme, si tu veux. Et moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier avec ces véhicules, déjà avec le taxi? Parce qu'il y a déjà des voitures qui sont en circulation et qui sont des véhicules autonomes. Je suis d'accord avec toi qu'il y a des voitures en circulation. Toutefois, tous les véhicules qui sont en circulation, n'ont pas que 2 sièges, ils en ont 4 en général. Donc, en comme plus, des taxis lambda, en fait. Oui, comme des taxis lambda. Mais en plus, ils ont un volant qui est là. Si tu as remarqué, la majorité, ils ont encore le volant qui est là, qui tourne. Il y a tableau de bord. En fait, c'est ça. C'est juste la voiture en elle-même, mais avec plein de gadgets de technologie nécessaires pour pouvoir être tranquillement autonome. D'où le fait que dans certains pays, bien sûr, tu peux monter à l'avant comme à l'arrière, mais en général, on te met des glaces et on te fait comprendre que tu ne dois pas toucher le volant parce que c'est le robot qui conduit lui-même. Là,
tu as zéro tracas. Dès que tu rentres, tu sais que tu vas pas conduire. Il n'y a pas de volant, il n'y a rien, nada. Et j'ai encore une autre question Vas-y. pour les personnes qui nous suivent mais qui ne savent pas. Comment fonctionnent ces véhicules? Parce que je vais monter dans un véhicule, je donne ma destination. Mais comment le véhicule fait pour savoir qu'il faut virer à gauche, qu'il y a une voiture à côté, que là, c'est les feux rouges? Comment fonctionnent ces véhicules? Bon, alors là, il s'agit d'une certaine technologie robotique, si tu veux. Donc, tu as de l'IA, tu as des capteurs, tu as plein d'éléments qui sont incorporés dans le véhicule, qui rentrent en contact avec un certain centre de contrôle, qui envoie l'information auprès de ces robots et ils savent que au bout de 10 mètres, il y a un virage à droite. Au bout de 30 mètres, il y a un feu rouge qui doit apparaître. Donc, toutes ces informations sont déjà en train de travailler avec l'IA. Ce qui fait que lorsque tu es embarqué avec le robot, déjà par ses capteurs au niveau du véhicule, permet de détecter des mouvements de véhicules ou de personnes qui voudraient venir dans sa zone, ce qui lui permettra de soit de faire un arrêt ou encore de pouvoir dévier, parce qu'ils peuvent le faire. Et au niveau des feux, il ralentit, ou s'il a un feu vert, il doit accélérer. Tout ça est déjà prédéfini. Ok. Alors, une dernière question pour toi, Stéphanos. On va parler de l'Afrique. Ces véhicules, est-ce que ces véhicules ont leur place en Afrique? Est-ce qu'en Afrique, on peut les utiliser avec tout ce que nous avons? Alors, bon, restons assez optimistes. Il faut que nous comprenions que tous les pays d'Afrique ne se valent pas. Parce qu'en matière de goudron, de transport et de voies ferroviaires, de voies routières, nous ne sommes pas tous égaux. Il y a certains pays d'Afrique où la route est assez bien lotie, elle est bien faite. Pour ce type de voiture, exactement. Les types de voitures peuvent passer très facilement. Maintenant, en Afrique francophone, là, ça devient maintenant un autre souci parce que, en général, qui dit Afrique francophone, je crois bien qu'on doit dépendre des normes européennes. Donc, du coup, est-ce que ça passera bien? Parce qu'on sait très bien que les États-Unis et la France et l'Europe, par rapport à certains accords, il y a des produits qui passent pas. Donc, ça dépend. Donc, on conclut, pour moi, on conclut que les voies, déjà, ne nous permettent pas. Merci beaucoup, Stéphanos, pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Et comme l'a dit Elon Musk dans sa présentation, nous devons vivre le futur comme il doit être. Alors, nous attendons impatiemment la sortie de ces voitures qui sortiront d'ici 2026. Et pour le cybercab qui coûte moins de $30 000. Merci beaucoup. Maintenant, place à la rubrique découverte avec les lunettes holographiques Orion. Bienvenue dans la rubrique découverte. Nous parlons aujourd'hui des lunettes holographiques de Mark Zuckerberg, Orion. Alors, Stéphanos. Yes. Les lunettes que tu as, est-ce que ce sont des lunettes Orion? Ou pas encore? Tu les as déjà ou pas? Très drôle. Non, bien sûr, je peux pas encore les avoir parce que déjà, ce que Zuckerberg nous a présenté, c'était qu'un simple prototype. Et il a bien fait comprendre que c'était tellement cher à produire pour l'instant qu'il ne pouvait pas sortir de modèle en tant que tel. Mais bon, allons-y doucement. Comprenons d'abord, qu'est-ce que Orion? D'accord, ok. Donc, comme tu as dit précédemment, Orion, ce sont des lunettes à caractère holographique. Et ces lunettes portées te donnent des informations. Quel type d'informations? Je vais en arriver là. Pour essayer d'essayer un peu de disloquer l'ensemble de l'information, afin que les gens puissent bien comprendre, Meta, qui est la société de Mark Zuckerberg, ont déjà eu une collaboration avec Ray-Ban pour avoir des lunettes connectées. C'est déjà en vente depuis un certain nombre d'années, mais c'est pas du même calibre que ceci. Donc, ils ont conservé le principe et cette fois-ci, ils ont ajouté des projecteurs holographiques tout autour des lunettes. Tu vois, la différence, c'est que quand tu portes le casque MetaQuest 3, pour ceux qui utilisent des casques de réalité virtuelle, vous avez des grosses lettres qui sont là, qui vous donnent les informations. Ou encore l'Apple Vision. Ce sont des casques de réalité virtuelle et augmentée qui vous envoient l'image de l'extérieur sur le casque. Or, ici, on n'a pas de verre, on n'a rien. On a des projecteurs qui envoient des informations sur la rétine. Qui sont directement dans les verres de... Voilà, qui sont implémentés tout autour du verre des lunettes. Donc, ces différentes informations que tu as, ça peut être des applications, ça peut être de la musique, ça peut être une vidéo, ça peut être un film aussi.
Toi, même jouer au jeu aussi. Tu peux aussi. Oui, exactement. Donc, là, je trouve que c'est un peu complexe à comprendre pour l'instant. Mais déjà, ce flux d'informations peut aussi paraître un peu inquiétant d'un point de vue santé. Parce Oui, que beaucoup. ça fait que tu as un flux d'informations qui va arriver au niveau de ta rétine. Est-ce que le corps humain est préparé pour ça? Bon, ça, on n'a pas vraiment d'informations dessus. Et pour ce genre de lunettes, est-ce qu'une personne en train d'utiliser ces lunettes peut faire autre chose? Il y a un dicton qui dit qu'on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Est-ce que c'est possible de pouvoir être en route en train de marcher et d'avoir une projection sur nos lunettes, de faire les 2 à la fois? Est-ce que ce n'est pas assez dangereux? Alors, vu qu'il s'agit d'une lunette connectée, à mon humble avis, l'information devra s'afficher en fonction de la demande que tu émettras. Oui. Donc, c'est sûr qu'il devra avoir un paramétrage au niveau des lunettes qui permettront d'afficher des informations peut-être au son de la voix, les mettre en masqué. Je n'ai pas plus d'informations là-dessus. On ne nous a pas vraiment tout dit. Maintenant, si dans le cas contraire, ça s'affiche automatiquement comme sur un smartphone, effectivement, il pourra avoir un petit souci parce que, imaginons tu es en train de marcher sur ta route, bam, ça pop automatiquement. Est-ce que la première chose, tu peux sursauter. Oui. Si tu es en train de traverser un goudron. Donc, comme d'habitude, avec les smartphones, nous avons développé ce qu'on appelle la FOMO. Ça veut dire la peur de manquer la moindre information. Ce qui fera que tu voudras sûrement t'arrêter pour lire. Mais non, est-ce que ça sera comme ça ou pas comme ça? On n'a pas toutes les infos. La question que je trouverais qui sera plus pertinente, c'est est-ce qu'une personne qui porte déjà des lunettes pourra utiliser cette technologie? Là, c'est autre chose. Parce que là, on est en train de faire comprendre que c'est une technologie de projecteurs, de projecteurs micro-LED. En plus, micro-LED, installé tout autour du verre de la lunette. Est-ce que tu vas venir avec ton verre médical, mettez-moi la technologie? Ou est-ce que il y aura je ne sais pas. On n'a pas plus d'infos. Comme c'était encore qu'un premier prototypage, c'est pas tout de suite que le modèle final arrivera. Parce que il y a encore plein d'études à faire. Alors, Stéphano, est-ce qu'il y a des gens, avant Mark Zuckerberg, qui ont essayé de créer des lunettes holographiques? Des lunettes connectées? Oui, des lunettes connectées. Oui, des lunettes connectées, oui. Holographiques, non, mais connectées, oui. Parce que tu as Google, à l'époque, qui a fait lancer le Google Glass en les années 2010. Il y a un très 15 grand écart. Et lorsque Google avait lancé ce Google Glass, pour moi, c'était pas des jolies lunettes. Ça, on pourra en débattre dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Non, c'était très moche pour moi, ça c'est clair. Par contre, technologiquement, tu avais juste l'impression que c'était un dispositif que l'on posait sur des lunettes et ce dispositif te permettait de voir en réalité augmentée parce que Google, c'était des lunettes en réalité augmentée, qui est différent de l'autre qui est en holographique. Donc là, tu avais les informations qui apparaissaient au sein de tes lunettes et ça faisait un peu science-fiction. C'est-à-dire, tu veux lancer une vidéo, tu tapais au niveau du dispositif, tu avais une petite vidéo qui sortait sur un petit écran au niveau de l'œil, donc ça veut dire qu'il fallait se focaliser dessus pour regarder. Tu pouvais faire des petites actions comme ça. Il y a des sociétés à l'époque qui voulaient miser dessus et qui ont même investi de l'argent, mais beaucoup se sont cassés les dents. Parce que sûrement le produit était trop en avance par rapport à son temps. Par rapport à l'époque. Oui, parce que tu sais, même la notion de donner ces informations, comme on dit toujours, valider informations, tout ça, les cookies et tout, pour l'époque, c'était même pas pensable. Aujourd'hui, c'est quelque chose de standard, on va dire, à peu près. On a un peu plus d'informations dessus. Mais pour l'époque, déjà, c'était très complexe. Donc, imagine maintenant une personne se promener avec un casque. Gardien de la galaxie, ou je sais pas. On dirait même pour les fins connaisseurs, Dragon Ball, Vegeta avec son capteur. C'était ça, quoi. Et ça, c'était les Google Glass. Ah ben, moi, je trouve pas ça aussi moche que ça. Pour moi, ça va. C'est un choix. Le style, il est bon. Et si je me rappelle bien, il y avait aussi une autre société, mais dont j'ai oublié le nom, qui avait voulu imiter Google. Mais bon, comme toujours, ça fait flop. Ben, ils étaient pas prêts. Ils étaient trop en avance sur le temps. Par rapport à l'époque. Voilà. Et aujourd'hui, c'est facilement accepté. Si il l'avait repris, ça allait peut-être être accepté comme... oui et non, parce que les Google Glass, déjà, ils coûtaient super cher. Pour l'époque, c'était entre 5 000 et 10 000 $. Donc, c'était pas tout le monde qui pouvait l'acheter. Oui. Mais c'était dédié beaucoup plus à la recherche. Donc, aujourd'hui, si tu remarques, la majorité des produits qui sont conçus sont plus pour le divertissement. Tu vois,
si j'essaie d'aller encore d'une manière un peu plus large, tu as Steam qui a lancé son premier casque. C'était un énorme casque où les capteurs étaient là et il fallait mettre encore d'autres capteurs externes pour pouvoir récupérer l'information. Ça, c'était beaucoup. Ouais, tu vois un peu, ça c'était à l'époque. Et après cela, tu as PlayStation en 2016 qui vient avec son casque qui est le moins cher du marché, voilà, qui était un casque dédié pour la PS4. Sur les PSVR 1, sur le PSVR 1, tu avais la possibilité de pouvoir payer moins cher qu'un casque Oculus à l'époque et tout le monde était très content. C'est-à-dire, ton fils, toi, tu joues à un casque vert, la vie est belle. Mais même là, j'avais encore la contrainte de la caméra externe, tout ça. Donc, c'était toujours des surcoûts. Mais entre-temps, l'information commence à rentrer. Oui. On peut maintenant associer être dans un monde virtuel avec l'amusement où l'humain peut se retrouver. Avec tout cela, aujourd'hui, dans le domaine des casques de réalité virtuelle, le numéro 1, c'est MetaQuest. Donc, Meta, qui dit Meta, dit Mark Zuckerberg. Et hormis cela, comme je t'ai dit précédemment, il a fait d'autres collaborations avec des marques comme Ray-Ban pour sortir des lunettes connectées. Ça n'a rien à voir avec le prochain modèle qui est en train de sortir, mais déjà, combien même elles pouvaient coûter un peu cher, je crois bien autour de $1 200 ou quelque chose comme ça. C'est les lunettes qui te permettaient de prendre des photos, partager sur Facebook et autres. Oui. Tu vois, c'était toujours un réseau social, mais à travers les lunettes. Du coup, ça continue de passer. Et là, avec son prochain coup qu'il est en train de faire avec les lunettes Orion, tu comprendras que c'est plus facile pour les gens aujourd'hui d'adhérer à cela. Comparé à Apple qui est directement parti avec un casque qui a coûté extrêmement cher, autour de $3 500, qui n'est même pas arrivé dans les pays d'Occident, qui s'est arrêté aux États-Unis, et pour au final arrêter la division qui s'occupe de cela. D'après ce que j'ai lu sur Internet, ils auraient arrêté avec la production du casque Apple Vision. Pourquoi? Sûrement parce que ça doit être un gros échec. Oui. Voilà. Donc, on retient qu'il y a plusieurs personnes qui ont essayé d'avoir des lunettes connectées déjà. Exactement. Et que c'est une première d'avoir des lunettes holographiques. Exactement. Merci beaucoup, Stéphanos. De rien. Je suis pas sûr que tu vas gagner cette fois-ci. On va voir, mais le gagnant et le perdant un gage, hein, je te dis déjà. Quel gage? Tu vas voir. Merci. Ah oui. Ok, donc tu faisais son nom tout à l'heure. Bah, tu sais, après tant d'années d'expérience, tu peux pas gagner. Alors, bienvenue dans la rubrique Gaming. Aujourd'hui, dans la rubrique Gaming, nous parlerons du Game Award, qui a gagné le Grand Prix. Et nous parlerons aussi de la liste des jeux de Noël, toujours avec notre chroniqueur, Stéphanos. Alors, Stéphanos, yes. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Game Award? Beaucoup de choses se sont passées. Énormément de choses. Alors déjà, on va aller pas à pas. Avant de dire qui est celui qui a gagné un Game Award, nous avons déjà un premier élément qui est sorti, à savoir le trailer en français, la bande-annonce du jeu The Witcher 4. Okay. Déjà, personne ne s'attendait à ça. Une surprise. Non, c'était une surprise totale. Bon, il y avait des bruits de couleurs, il y avait des rumeurs comme quoi le jeu devait être présenté, patati, patata. C'était des rumeurs. Oui, c'était que des rumeurs. Mais ce que nous avons vu graphiquement, c'est une claque. Ah oui, et là, ce n'était qu'un trailer en CGI, c'est-à-dire en image de synthèse. Donc là, tu avais CD Projekt, ceux qui ont fait tous les 3 premiers The Witcher, dont le 3e qui est le plus gros banger de l'histoire, un jeu qui s'est extrêmement bien vendu. Et là, pour ce 4-ci, cette fois-ci, c'est Ciri qui prend la tête, Ciri qui est la fille adoptive ou encore, si tu veux, la protégée de Gérald de Rive. Pour ceux qui ont vu la série sur Netflix et autres, allez voir, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc ici, Ciri prend la relève et doit essayer de vaincre, comme d'habitude, certains monstres. Bon, c'est un jeu qui sera toujours assez lent, toujours open world. On n'a pas plus d'informations, c'est en cours de développement et ce n'est pas maintenant ou peut-être vers 2026-2027 que le jeu sortira. Ok. Voilà. Donc ça, c'était pour The Witcher 4. Et ensuite, tu as plein d'autres jeux qui ont été présentés, notamment Ninja Gaiden qui revient sur le devant de la scène
Et oui, pour les vieux de la vieille comme nous, comme vous, bah oui, Ninja Gaiden, c'est un jeu que nous avons connu à l'époque déjà sur la Mega Drive. Beaucoup vu, la Mega Drive, puis la Master System. Bref, ça fait notre passé. C'est à peu près au même style graphique que nous retrouvons le jeu aujourd'hui, qui sortira sur à peu près toutes les plateformes, que ce soit sur PlayStation 4, 5, Xbox One et Nintendo Switch. Et ça, franchement, ça fait du bien. Ok. Nous avons également Elden Ring. Vous avez bien entendu Elden Ring, mais c'est pas Elden Ring 2. C'est un standalone qui arrive. Et oui, ça, c'était une surprise générale. Tout le monde ne s'y attendait pas du tout, parce que de base, le studio From Software nous avait fait comprendre que, concernant le jeu Elden Ring, il n'y aurait pas une longue présentation, il n'y aurait pas d'autres produits, à part le DLC qui est sorti cette année. Donc, quelle fut la surprise de tout le monde de constater que, il y a un nouveau qui arrive. Et là, c'est un standalone. Donc, on reste toujours dans l'univers d'Elden Ring, dans un monde toujours aussi fou que ce que représente la saga Elden Ring. En tout cas, pour ceux qui l'ont pas fait, les gars, allez-y en masse, faites-le. Mais c'est pas un jeu facile. Donc, faut avoir les nerfs solides. Et cette fois-ci, on peut soit jouer en mode solo, comme en mode coop jusqu'à 3 personnes. Eh oui, ça, c'est une petite nouveauté qui est assez intéressante et qui était très demandée par les fans. Donc, From Software a écouté et ils l'ont donné. Au moins, ils ont écouté les fans. Oui, et surtout que les niveaux sont extrêmement bien détaillés et très différents. Donc, en fonction du niveau où tu vas, que ce soit en coop comme en solo, les boss sont aux petits oignons. Voilà. Ça, c'est de ce qu'on a vu de cette présentation. Et on va prendre un dernier jeu pour la fin. Un jeu auquel beaucoup de gens ne s'attendaient pas. Moi, le premier. Il s'agit du studio Naughty Dog. Vous avez bien entendu Naughty Dog. Uncharted 4, Crash Bandicoot et bien d'autres jeux qu'ils ont fait qui sont tous des bangers reviennent avec Le Prophète Hérétique, un nouveau jeu qui va sortir. On n'a pas encore la date, mais dans la vidéo de présentation, dans la bande-annonce, a tué tout. Un pétard. Vraiment, je n'ai jamais vu une chose pareille. En fait, tu as l'impression, tu revois énormément de codes du passé dans cette vidéo. C'est-à-dire, tu as un peu des éléments de Cyberpunk à l'intérieur. Okay. Tu as également des éléments de certains films de l'époque. Parce qu'ici, la protagoniste, parce que c'est une femme, est une femme qui se rase dès le début de la vidéo. Bon, ça fait un peu polémique. On connaît les masochistes comment ils sont. Et dans ce jeu-ci, on est dans un monde post-apocalyptique. Et franchement, ça se passe dans l'espace. Mais pas que dans l'espace. Ce sera un genre de voyage intergalactique. Voilà. Et c'est même ça le titre du film, le titre du jeu. Intergalactique, le prophète hérétique. Et ce jeu vous ramène des codes de retour vers le futur. Tout à l'heure, tu as même cité l'heure dans les Gardiens de la Galaxie. Il y a plein d'éléments différents qui font que rien que le trailer du jeu te donne envie de jouer. Et n'oublions pas que chez Naughty Dog, quand tu te consommes un jeu, un trailer est souvent confondu avec la qualité du jeu. Pourquoi je le précise? Parce que les vidéos qui ont été présentées ont été tournées dans le moteur du jeu. Donc toute la cinématique présente, c'est à ça que ressemblera le jeu. Ok. Voilà. Et ça, c'était extrêmement fort. Ok. Et maintenant, dis-nous qui a gagné le Grand Prix du Game Award. J'avais déjà oublié. Il fallait garder le meilleur pour la fin. And now, the winner is Astrobot. Alors, le grand gagnant du Game Award, vous le savez déjà, il s'agit de Astrobot. Nous avons parlé également dans une des vidéos qui est sur la chaîne. Peut-être qu'on mettra une description, vous pouvez cliquer pour les regarder, pour ceux qui suivent sur Internet. Et pour les autres, allez voir notre dernière vidéo où on en a parlé. Astrobot est un jeu qui a méga cartonné. Ils ont fait plus de 10 millions de ventes. Oui. Ah oui, ils ont très bien vendu. Et hormis ce prix, ils ont reçu aussi 2 autres prix, notamment celui du meilleur jeu de plateforme 2D, oui, exactement. Le meilleur jeu de plateforme, pas de 2D, excusez-moi, meilleur jeu de plateforme, aventure, et également de la meilleure animation. Et s'en ressortir comme étant le jeu de l'année, sachant qu'en plus qu'il s'agit d'un studio indépendant,
qui compte à peu près une soixantaine de personnes. Franchement, c'est vraiment mérité. Parce que lorsque nous voyons les gros studios qui ont l'habitude de gagner le Grand Prix, c'est des studios qui sont au bas mot entre 200 et 900, voire des fois plus. Ubisoft en lui-même, c'est plus de 20 000 employés. Donc imagine un peu ce que ça représente, 64 personnes, 65 personnes qui te font un jeu qui devient le jeu de l'année. Et ce jeu, lorsque tu le vois, ressemble à peu près à Mario. Oui. Dans le style de gameplay et autres. Donc, en gros, PlayStation a eu son Mario qui est devenu numéro 1. Alors, nous allons dire félicitations. Ah oui. Félicitations à eux. Ouais. Et nous allons parler à présent de la liste des jeux pour Noël. Alors, la liste des jeux pour Noël. Stéphanos, quels sont les jeux que l'on peut offrir, comme la tradition nous le demande, à Noël? Alors, avant que j'aille à ma liste, cite-moi un nom d'un jeu que tu aimerais offrir à un parent. Un jeu que j'aimerais bien offrir. Pourquoi pas Astrobot? C'est vrai que j'aimerais me l'offrir. Ok, d'accord. Donc, Astrobot, on sait tous que c'est le GOTY qui a gagné les Game Awards et qui est une exclusivité PlayStation sur PS5. Là, déjà, c'est pas mal. Et il fait partie également de ma tier list. Ah! Eh oui. Eh oui. J'ai le. Mais bon, devine dans quelle position il est? En quelle position? En première position? Non, faut pas exagérer la position. Il est en 3e position chez moi. Ah, mais en première position, nous avons Super Mario Jamboree. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, je crois qu'on a peut-être parlé de ça dernièrement, on avait annoncé qu'il devait sortir. Super Mario Jamboree, en fait, c'est comme un Mario Party où bah, tu t'amuses avec tes amis, il y a plein de petits niveaux à faire, plein de petites étapes. Et comme on dit, c'est un Mario Party, donc tu joues avec les Joy-Con et non avec la manette Pro. Et franchement, c'est une méga tuerie. C'est un excellent jeu. On se tape des barres et également des teamwork. Donc vraiment, c'est un jeu que je conseille fortement, surtout en ces périodes de fête. Okay. Deuxième jeu, nous avons qui? Bah, nous avons l'éternel, le numéro 1, le seul jeu qui est le plus vendu dans tout le monde chaque année, FC25. Ah, normal. Ah oui, FC25 qui est le grand gagnant, bien sûr. Lui, il est disponible, bien sûr, sur toutes les plateformes, que ce soit sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, ou également aussi sur Nintendo Switch. Et ça, tu peux aussi, bien sûr, jouer avec la famille, les amis. Bien sûr, faut avoir le fair play. Parce que quand on joue à FIFA, on peut casser une manette. On peut casser une manette, ça c'est clair. J'en sais quelque chose. Ah ben oui. Bien sûr, toi, tu as cité le numéro 3 avec Astrobot. Et le jeu suivant que nous avons, c'est un jeu qui, je pense, a bénéficié d'une bonne visibilité au début. Mais aujourd'hui, t'as moins de streamers dessus. Après, c'est normal. Il y a tellement de jeux qui sortent au fur et à mesure. Il s'agit d'une autre que de Legend of Zelda, Echo of Wisdom. Bah oui, madame, Echo of Wisdom, ce jeu, franchement, uniquement sur Nintendo Switch, quand il s'agit d'un Zelda, ce jeu est une vraie pépite. Alors, c'est un jeu qui retrace, on va faire vite fait là, qui retrace l'histoire, cette fois-ci, de Zelda, en tant que protagoniste de base. On n'est plus avec Link, mais Link aussi est dans le jeu. C'est-à-dire que nous devons sauver tout le royaume, ainsi que Link, d'un problème de miasme. Voilà, en gros. Et on a l'aide d'une trinité, qui s'appelle Trini, qui vient pour apporter de l'aide à Zelda. Parce qu'ici, Zelda n'est pas une guerrière. Il faudrait pas qu'on l'oublie. Zelda est une princesse. En tant que princesse, elle peut pas se lever, prendre des armes et partir à gauche et à droite. Non. Par contre, au fur et à mesure que tu avances, tu pourras acquérir le pouvoir de Link et te battre normalement. Mais c'est sur un compteur time, c'est-à-dire que ce sera limité en fonction d'une jauge précise. Okay. Voilà. Donc, j'en dis pas plus. Allez le faire, ça fait un beau petit cadeau de Noël également. Et on passe au jeu suivant. Et tu penses que tu le connais également. C'est un jeu qui, depuis qu'il est sorti, à savoir en 2017, jusqu'à maintenant, est dans le top 5 des jeux les plus vendus au monde. Wow. Mario Kart 8 Deluxe. Ah, c'est normal. Ça, si tu l'as pas à la maison, c'est compliqué. Ah ben oui. Parce que, bien sûr, comme on dit, c'est un jeu de course de voiture, de karting, où tu as tout l'univers de Nintendo qui est là. Et franchement, ce jeu reste un énorme banger. Je pense, à mon humble avis, qu'on est à plus de 80 millions de ventes depuis 2017. Non, ils se sont énormément vendus. Bah après, n'oublions pas que bon, la Switch est vers sa dernière fin d'année. L'année prochaine Switch sortira. Mais bon, le plus important, c'est déjà d'avoir les jeux maintenant. Et on passe à notre jeu que tout le monde a eu. Bon, tout le monde, c'est un grand mot. Les détenteurs de PS5 ont eu à jouer. Il s'agit de l'autre que de
Black Myth Wukong. Alors ça, c'est un jeu qui est un peu de type, on va dire, From Software, donc des Souls-like, des jeux qui sont assez difficiles à jouer, mais il n'est pas si compliqué non plus. Donc, en gros, c'est une question technique, et lorsque tu joues à ce jeu, il faut être assez vigilant. Sinon, tu te fais détruire. Ça, c'est clair et net. Ah bah oui, par contre, l'histoire, elle est belle, elle est très bien racontée. Ils ont même gagné le Game Award de la meilleure voix narrative. Ah oui, c'est pas n'importe quoi quand même. Ouais. Franchement, c'est un jeu qui vaut la peine d'être fait. Si vous êtes bien sûr détenteur d'une PS5. Et la version physique PS5 est sortie ce 13 décembre. Donc, vous pouvez l'avoir soit en digital, soit en physique. Ça dépend que de vous. Okay. Et enfin, on va aller sur Prince of Persia The Lost Crown. Alors, ce jeu, les amis, c'est une pépite aussi, pour moi. C'est un Prince of Persia en 2D, en 2,5D plus précisément, c'est-à-dire en scrolling, avec les images 3D, dans l'univers Prince of Persia, mais au fur et à mesure que tu joues, tu as plein de petits pièges. C'est ce que j'aime bien. Ça rend le jeu intéressant. Ah oui, le jeu, il est très intéressant. Ça, tu le finis pas en une journée, ça c'est clair. Et les difficultés montent crescendo au fur et à mesure. En fait, c'est comme un Castlevania. Quand tu joues au fur et à mesure, tu te rends compte du niveau de difficulté qui évolue. C'est un peu type château. Voilà, quoi. Avec des morts vivants qui réapparaissent et tout, à cause du sable. Bon, j'en dis pas trop. Si vous n'avez pas encore fait, allez-y. Et lui est disponible sur toutes les plateformes. Que ce soit sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et sur PC également. Voilà, c'est toute ma petite liste pour Noël. J'espère que tu te retrouveras et que, bien sûr, nos abonnés se retrouveront également aussi dessus. Merci Stéphanos pour la liste. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ensemble, nous vous souhaitons un joyeux Noël et